le face-à-face. Et nous recevons tout de suite Yvan Rioufol, qui est 2 tiers journaliste et 1 tiers révolté, et qui a publié ce livre Journal d'un paria aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors Yvan Rioufol, évidemment, Journal d'un paria, votre bloc-notes 2020-2021 et les années sous occupation covidesque, et ce n'est pas tout à fait fini. Et puis vous avez affaibli ça d'une préface, et c'est vraiment intéressant parce que Yvan Rioufol, d'ailleurs je vais vous dire, j'ai un bémol sur le titre, parce que c'est vrai, Yvan Rioufol, et on vous a reçu toujours avec plaisir, vous avez été un paria. Je crois que vous l'êtes beaucoup moins, et heureusement, vous avez été un paria pendant des années et des années où, tout seul dans votre colonne du Figaro, vous disiez des choses et on vous traitait de tous les noms, allez, réac, je ne dirais pas hyène dactylographe, c'est d'un autre temps, mais enfin c'était un peu ça, vous étiez... Et puis aujourd'hui, quand même, il faut dire, depuis quelque temps, vous avez été rejoint et vous avez... Et puis beaucoup de gens s'expriment, et puis, comme vous dites, vous en parlez... Et je voudrais voir, est-ce que ce n'est pas, au fond, Yvan Rioufol, qu'à un moment donné, la réalité frappe à la porte et qu'on est obligé de lui ouvrir un peu ? Oui, bien sûr, et ma position est plus reposante, vous avez raison, qu'elle ne l'était il y a encore 20 ans ou 30 ans. Je suis un vieux journaliste et depuis maintenant 30 ans, j'essaie d'explorer justement les zones d'ombre, enfin ces zones inexplorées justement par les médias, parce que j'ai toujours pensé que là où les médias ne voulaient pas aller, là où il y avait sans doute des vérités à révéler. Et en effet, depuis quelque temps, je me sens plus dans le sens du courant. J'ai posé mes rames sur beaucoup de sujets, si je puis dire, et je me laisse un peu glisser, en effet. C'est plus confortable. Il faut faire attention d'ailleurs, parce qu'en même temps de retomber dans ce conformisme nouveau risque à quelques écueils. Mais sur cette crise même du Covid, j'ai tout de même repris involontairement mes réflexes d'antan, c'est-à-dire que je me suis construit, si vous voulez, politiquement, intellectuellement, dans la détestation des totalitarismes, dans la détestation de la pensée obligée, de la pensée conforme, de la pensée unique, dans la détestation de l'unanimisme. Et mais depuis tout le temps, depuis que je me suis lancé dans le journalisme, c'est-à-dire depuis maintenant près de 40 ans, j'ai toujours eu des réticences à vouloir aboyer avec la meute, parce que je pensais que la meute pouvait se tromper. Et elle se trompe souvent. Et quand j'ai vu que la meute, à nouveau, aboyait dans le même sens avec cette épidémie du Covid, pour n'imposer qu'une seule version, qu'une seule idée, et pour faire éteindre toutes les oppositions, et moi-même ayant refusé d'obéir, dans le fond, à cet hygiénisme d'État en refusant le pass sanitaire. Oui, vous avez refusé le pass sanitaire. J'ai refusé le pass sanitaire parce que et en même temps, j'ai eu le Covid ensuite, donc on m'a imposé ce pass sanitaire, parce que quand vous avez le Covid, on vous distribue, on vous donne ce truc qui est... C'est la prime. C'est la prime. Mais je refuse encore une fois, bien souvent, d'aller dans les restaurants, parce que je trouve que ce geste de montrer son QR code, comme si on montrait son cul, c'est-à-dire c'est aussi indécent que le reste. Et donc je me refuse à cette société hygiéniste, à cette société policée, et je suis d'ailleurs accablé par la passivité des Français là-dessus. C'est un sujet qu'on abordera. Absolument, on va l'aborder, mais d'abord je voudrais vous interroger sur la raison, sur les motivations de l'attitude et la prise de position que vous avez eue. Après les informations, on en reparle et on prendra tout le temps d'en parler. Et appelez-nous au 0826 300 300 pour poser vos questions ou prendre la parole et discuter avec Yvan Rioufol jusqu'à 14h. À tout de suite. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, Yvan Rioufol est depuis longtemps lui aussi dans tous ses états, et il nous donne ce journal d'un paria, où il raconte effectivement, il donne sans changer un iota tous ses blocs-notes du Figaro du 10 janvier 2020. Et d'ailleurs c'est intéressant, le 10 janvier 2020, vous titriez, Yvan Rioufol, pourquoi la démocratie française suffoque. Eh ben ça continue, on n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là, jusqu'à, et ça va vraiment, ce sont les 2 ans, et puis vous parlez à la fin, le 17 décembre 2021, vous voyez, du 10 janvier au 17 décembre 2021, les derniers souffles de la gauche française, et on a vu ça avec cette magnifique primaire populaire qui restera dans les mémoires, passable. Oui, parce qu'il faut bien préciser que ces blocs-notes-là, je n'en touche pas une virgule, c'est-à-dire qu'on peut relire naturellement après 2 ans d'intervalle ce que j'ai pu dire à l'époque. Donc je prends le risque de me tromper. D'ailleurs, parfois, je me trompe, mais je ne corrige rien, naturellement. Je joue le jeu. Alors, on voit les lignes rouges, effectivement, Yvan Rioufol. Et ces lignes rouges, pour vous, il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être la mise en place
ne pas les grands mots, hein, on ne va pas faire des comparaisons Stalino, Mussolino et autres, mais quand même la mise en place, disons, d'un État autoritaire, si on ne veut pas employer autre chose, vous en parlez beaucoup dans vos blocs-notes. C'est ce que j'ai vu apparaître assez vite. C'est-à-dire que comme tout le monde, dès le départ, en décembre 2020, j'étais un peu tétanisé. En plus, il y avait des discours apocalyptiques qui nous annonçaient 500 000 morts, etc. Et dans un des blocs-notes, je dis, dans le fond, il faut soutenir cette action du gouvernement qui est de vouloir nous protéger. Et donc, j'acquiesce à un moment donné, comme tout le monde, a priori. Mais alors, pourquoi ? Alors, non, ça m'intéresse, je vous dis, j'acquiesce comme tout le monde, comme moi aussi, etc. Mais vous n'avez pas voulu, dès le départ, vous faire vacciner, alors que vous disiez, il n'y a pas de problème. C'est pas que je n'ai pas voulu. Je ne suis pas du tout anti-vaccin. J'ai tous mes vaccins. J'ai fait mes rappels encore très récemment de ceux que je devais faire. Mais à un moment donné, je vois monter. Encore une fois, j'ai été élevé contre cet esprit totalitaire et je vois une intolérance se lever très vite. D'abord contre ceux qui nous disent que ce qui se passe n'est pas dramatique. Il y avait beaucoup de scientifiques, de médecins qui nous disent, alors les uns que c'était une grippette, c'était tout à fait exagéré naturellement, mais que ce n'était pas une épidémie aussi dramatique que celle que l'on voulait faire passer, et qu'elle était peut-être comparable à la grippe de Hong Kong de 1969, qui avait tué 40 000 personnes cette année-là. Et en France. En France, et dans l'indifférence générale. Donc j'entends ça, je me dis oui, pourquoi pas, en effet. Et puis je commence à me rendre compte que toute une armature intellectuelle est en train de se mettre en place qui consiste d'abord à écarter tout discours dissident. Vous avez le gouvernement commence à dire il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas le choix. Robert Ménard lui-même nous dit il n'y a pas le choix. Enfin, il le dit un peu plus tard, mais il n'y a pas le choix. Tu dis comment ça, il n'y a pas le choix? Si. Et puis les traitements. Je m'intéresse à ça. Je m'intéresse aux traitements et je vois que à travers sous l'influence de la PHP, de l'hôpital. Assistance publique Hôpitaux de Paris, dirigé par Martin Hisch, je sens très vite que est en train de prendre le pouvoir, est en train de s'installer un pouvoir médical qui tente à suppléer le pouvoir politique, et que le pouvoir politique s'efface devant le pouvoir médical, qui lui-même s'efface devant le pouvoir des grands laboratoires. Parce que ce que je vois apparaître très vite, c'est que les slogans qui sont donnés par le gouvernement, le vaccin protège à 97%, dit Véran, reprenant le slogan de Pfizer, le vaccin protège à 97%, reprenant, et que les médias se collent également à ce discours officiel-là, en dénigrant tous les autres dissidents, parce qu'ils deviennent dissidents, qui disent mais oui, mais enfin il y a quand même, on peut soigner, on peut tenter de soigner, en tout cas même si ce ne sont pas des médicaments extraordinaires. J'aurai 70 ans, j'ai 69 ans, je suis dans les zones à risque, je suis prêt à le faire, je ne dis pas non, mais j'attends un peu. Et plus on me presse et plus on me met un couteau dans le dos, un couteau dans les reins, une baïonnette dans les reins, en disant il faut que vous fassiez vacciner, sinon vous n'avez plus accès aux droits les plus élémentaires de sortir dans des bistrots, etc. Et alors là, ça a été le déclic. Je me suis dit, non, dans ce cas-là, je n'y vais pas, parce que je ne supporte pas qu'on me parle sur ce ton-là, si je puis dire. Et le fait qu'on vous dise, vous ne pourrez plus aller restaurant, cinéma, théâtre, je dis, si c'est ça votre argument, c'est donc que vous n'avez pas d'autre argument que l'argument d'autorité. Et dans ce cas-là, face à cet argument d'autorité, j'applique l'argument de la désobéissance. Et en effet, je choisis à ce moment-là, en prenant mes risques naturellement, de ne pas plier les chines, parce que je vois là un pouvoir hygiéniste qui se met en place, un pouvoir totalitaire, enfin en tout cas une idéologie hygiéniste. Oui. Qui tente à appliquer ce que l'on a vu dans toutes les autres idéologies, c'est-à-dire une vérité officielle avec un raisonnement imposé d'en haut, et qui ne supporte plus la moindre contradiction, et qui fait de ceux qui apportent ces contradictions-là des dissidents, des incompétents, des parias. Voilà. Et je me retrouve, et singulièrement après le 12 juillet 2021, où là, il y a un basculement civilisationnel dans la mesure où le président de la République... Ça vous a marqué, ça a été le déclic. C'est là où je me suis dit, on est passé subrepticement et sans aucun débat démocratique d'une société à une autre, d'une société libérale, libérale, appelons-la comme ça, à une société hygiéniste, à un biopouvoir qui est un biopouvoir qui aujourd'hui sacralise la santé à ce point qu'il n'y a rien d'autre que la vie nue, et que cette vie nue sacralise également
le vaccin, faute de Dieu, sacralise le vaccin, sacralise la science, sacralise la médecine, et vous avez tout un discours officiel qui dit il faut croire au vaccin, il faut croire, comme auparavant on aurait pu dire il faut croire au communisme, ou il faut croire à la lutte des classes, ou il faut croire en Dieu, et là il faut croire au vaccin, il faut croire en la science, et sans le moindre esprit critique, et les médias se pourtant plient. la science c'est l'esprit critique. Et la science c'est l'esprit critique, c'est l'empirisme. Et donc je me dis là, ça ne va plus du tout, on est tombé dans une hystérie sanitaire, certes, on est tombé dans une fabrique de la peur, certes, mais ça ne devrait pas aller à ce point que les médias eux-mêmes cautionnent ce discours unique et s'affranchissent du b.a.-ba de l'esprit critique. Et donc voilà pourquoi je me suis mis en réserve, si je puis dire, de cette société, que je refuse. Je ne veux pas rentrer dans cette société hygiéniste-là. Et du coup, je suis devenu vraiment le paria, comme bien d'autres, en refusant de montrer refusant ce pass sanitaire, puis de montrer mon pass sanitaire. Vous êtes cohérent avec vos doutes et avec vos interrogations. J'ai voulu effectivement être cohérent, et je pense ne pas m'être trompé. C'est-à-dire que les doutes que j'ai pu émettre sur les vaccins au départ, sur l'efficacité des vaccins, ont été également ceux qui ont été avalisés, si je puis dire, par Jean-François Delfrécy la semaine dernière, puisqu'il a dit que ces vaccins-là, qui ne protègent pas de la contamination à l'évidence, contrairement à ce qui avait été dit, ni de la contamination, ni de la transmission, ni de la transmission, ni de contamination, ni de rien du tout. Et Delfrécy a dit lui-même, reconnaissant ceci, que ce n'était pas en fait des vaccins, mais c'était des médicaments. Oui, en fait, il a dit c'est un vaccin, mais c'est en même temps un médicament. Oui, c'est un vaccin qui ne protège pas, donc c'est plutôt un médicament parce qu'il protégerait les plus vulnérables. Je veux bien entendre qu'il protège les plus vulnérables, mais du coup, comme il y a eu de tels mensonges gouvernementaux, de tels mensonges des firmes pharmaceutiques, de tels mensonges médiatiques, que même quand on me dit ça aujourd'hui, chat échaudé et craint l'eau froide, si je puis dire, et j'attends de voir. Je ne dis pas non, peut-être est-ce que cela protège les cas les plus graves, il semblerait que ce soit le cas, mais en même temps, j'attends d'avoir les chiffres. Or, pour l'instant, de révélation en révélation, on se rend compte que ce grand cinéma, ce grand cirque sanitaire a été fait pour feindre une autorité de l'État, pour feindre un autoritarisme d'État qui a infantilisé les gens. Mais d'un autre côté, on s'est bien rendu compte que ce même État qui déclarait la guerre à ses sous-citoyens en disant qu'il allait les emmerder, laissait passer naturellement toute une contre-société qui n'avait aucun obstacle, je pense à la contre-société née de ces communautarismes par exemple, aucun obstacle à imposer ses lois, à imposer ses codes, etc. et à faire la nique à cet État qui est en fait un État insuffisant quand il s'agit de préserver la sécurité tout court. On en parle tout de suite après ceci avec Yvan Rioufol. À tout de suite. Et avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300, vous allez prendre la parole dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Yvan Rioufol, vous ne parlez pas que du Covid et de la crise sanitaire. Dans Bloc-Notes, c'est 2 ans de Bloc-Notes hebdomadaire. Je rappelle que ce livre, vraiment, que je recommande, parce que c'est bien les paroles dissidentes sont toujours des paroles à vraiment à étudier, à méditer. Donc, Journal d'un paria aux éditions de l'Artilleur, qui sort mercredi, après-demain, en librairie. Comment vous expliquez aussi, on parlait hors antenne du fameux livre de la Boétie sur la servitude volontaire, et puis il y en a tellement d'autres, enfin qui ont paru depuis 1571. Hein. Mais comment expliquer quand même, ou pas, que au fond il y a eu un consensus, d'accord, il y avait les médias, le gouvernement, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé, Yvan Rioufol, vous qui suivez ça depuis des décennies? La parole politique est dévaluée depuis assez longtemps, hein. On le voit sans faire des généralisations. La parole médiatique, elle aussi, est mise en question depuis assez longtemps. On le voit dans les études de Sevipov, dans les études qualitatives. Et maintenant, la parole médicale a été effectivement très, très, très secouée par le fait qu'on entendait tout et son contraire. On envoyait des chercheurs, des épidémiologues, mais aussi, et est-ce que c'est un signe du temps, des gens, des philosophes de plateau, des intellectuels qui parlaient épidémiologie. Alors, toutes ces choses dont ils ne connaissent rien, mais avec une espèce d'assurance tranquille et de « attention, moi je sais que tel est un charlatan, que tel est ceci, cela ». Comment vous expliquez cette espèce de, je ne dirais pas de libération, mais de débondement, je dirais, de cette parole sortie de ses gonds et qui dit n'importe quoi?
Et il faudrait l'analyser en profondeur. Je n'ai pas les clés, mais en tout cas, une des clés a été donnée dans mon souvenir par le professeur Eric Combe. Alors c'était peut-être l'année dernière, où à un moment donné, il lui-même constate qu'il y a trop de médecins sur les plateaux de télévision et pas suffisamment de philosophes. Il dit une phrase, et c'est quelque chose que j'avais déjà analysé de mon côté, où en effet, parce que sur ces grandes questions de vie et de mort, parce qu'on parle de la mort dans ces cas-là, on essaie de vouloir éviter, de sauver des vies. C'était quand même le credo du gouvernement, de dire on sauve des vies. Sans doute, mais à quel prix? Et c'était tout le débat. Est-ce qu'on doit sauver des vies au prix en traumatisant les enfants, notamment, en laissant des vieillards mourir dans des EHPAD, en essayant de bloquer toute une société, en bloquant une économie? Bon, il y avait quand même un vrai sujet philosophique. Or, ce sujet a été évacué au prétexte qu'il fallait sauver des vies, et on s'est contenté de ceci. Et vous avez toute une noria, en effet, de médecins de plateau qui sont venus pour dire qu'en effet, eux-mêmes étaient les vrais humanistes, parce qu'ils voulaient sauver des vies, et que ceux qui ne voulaient pas sauver des vies étaient des salauds. Et donc vous avez eu tout un engorgement, si je puis dire, médiatique de tous ces médecins qui n'ont plus fait de médecine sur les plateaux, mais qui ont fait de la politique. Et moi j'ai été effaré de voir et la PHP, l'assistance publique au hôpital de Paris a été, me semble-t-il, le réceptacle avec Martin Hirsch de ceci, c'est que non seulement ces gens-là n'ont pas fait de politique, mais ils ont fait une sorte de propagande anxiogène où il fallait à tout prix faire peur, terroriser les gens, fabriquer la peur afin de rendre ces gens dociles. Et c'est ceci qui m'a insupporté. Et il y a beaucoup, je tiens à rigueur à beaucoup de ces professeurs, de ces éminences, de ces diafoirus, pour beaucoup malgré tout, qui sont encore sur les plateaux et qui continuent à nous dire que le ciel va nous tomber sur la tête. Et en faisant une chasse à l'homme à tous ceux qui les contredisent. Et donc, cet esprit totalitaire, je l'ai vu porté par cette société hygiéniste et singulièrement par ces médecins qui ont voulu faire de la politique. Et donc ça, je ne leur pardonne pas d'avoir fait peur et d'avoir fait pleurer des enfants, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été traumatisés également, et des enfants qui se suicident aujourd'hui à cause de ceci. Donc il y a eu un manque de réflexion, un manque d'intelligence qui n'est pas conforme à l'idéal démocratique que l'on pourrait avoir. Est-ce que ça n'a pas été, en fait, voulu, et là vraiment, il y a un complotisme, c'est tellement agréable pour tout pouvoir, et là je ne parle pas de pouvoir actuel, d'essayer, et c'est indigne, mais ça se fait, et on l'a vu un peu partout dans le monde, de manager par la peur. C'est-à-dire la peur, évidemment, quand on met de la peur, les sujets deviennent extrêmement soumis, pasteurisés, sous vide, on ne bouge pas, quoi. Oui. Cette mise en scène, je l'ai abordé tout à l'heure, a été, de mon point de vue, fait pour mimer une autorité de l'État qui ne s'applique pas par ailleurs. S'il y avait une autorité de l'État, la France ne serait pas dans cet état d'insécurité permanente. Au territoire dit perdu de la République. Voilà, je passe tout sur ceci pour l'instant. Je rappelle quand même, pour mémoire, ce que l'on découvre à Roubaix aujourd'hui avec cet islamisme radical qui en fait existe depuis 40 ans, mais on feint de ne pas le voir, etc. Donc l'État a abandonné des territoires et pour mimer une autorité et une protection, il a établi cette société de la peur. Mais cette société de la peur, il se trouve que j'ai écrit un autre livre plus récemment qui s'appelle Les Traîtres, et dans lequel avant donc cet épisode de l'épidémie, il y a un chapitre qui s'appelle de mémoire, la fabrique de la peur. Et cette fabrique de la peur, je l'avais déjà analysée, je l'avais déjà identifiée dans la Macronie, dans la mesure où la Macronie également tentait de vouloir infantiliser et de dépolitiser les sujets, singulièrement sur la peur du réchauffement climatique et sur la peur du populisme. La peur du réchauffement climatique a été un des aspects que j'analysais dans l'autre livre, où l'on voyait que le gouvernement voulait faire à tout prix croire que l'homme lui-même était responsable de tout, en cautionnant l'écologisme. Et puis que l'autre grande peur était celle de cette survenue du populisme qui serait à entendre Macron une sorte de fascisme déguisé, et que tout discours se prévalant d'un souci entre le monde, celui du populisme, d'un souci de préservation d'une histoire, d'une continuité historique, était quelque chose d'insupportable à entendre et de nauséabond. Et donc cette fabrique de la peur, elle est dans les autres gouvernements, mais enfin je pense qu'elle a été plus spécifiquement instaurée par ce gouvernement Macron qui a voulu dépolitiser tous les grands sujets
Et singulièrement, ce grand sujet du sanitaire aujourd'hui, parce que à travers ce sujet du sanitaire, on voit bien que c'est une marée montante qui a enseveli tous les autres problèmes qui vont naturellement nous péter à la figure dès que la marée se retirera. Et la marée se retire déjà. Et donc il y a eu une instrumentalisation de cette peur, et ceci n'est pas digne non plus d'une démocratie. Et au bout du compte, c'est la démocratie qui sort de là éreintée. Et c'est pas par hasard que l'économiste, avant le Covid, nous avait traité de démocratie défaillante, le journal L'Économiste. Absolument. Je pense que la démocratie... Mais le pire, c'est mon étonnement, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous avez tout un lot de pseudo-démocrates qui nous disent « Regardez, la Russie, c'est épouvantable », et qui ne voient pas comment, aujourd'hui, il s'est installé cet État totalitaire, d'esprit totalitaire, totalisant, en tout cas totalisant, pas encore totalitaire, Dieu merci, parce que nous parlons librement, et je ne vais pas me faire arrêter par les flics en sortant, mais malgré tout, il y a eu tout de même, dans cet autoritarisme d'État, dans cet hygiénisme d'État, dans cette concentration des pouvoirs aux seules mains du président de la République, parce que c'est lui qui, du jour au lendemain, et avec une efficacité... l'absence des contre-pouvoirs. J'allais y venir, mais qui, du jour au lendemain, peut décider de notre vie intime. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si le président a dit on prendra un café debout ou assis ou je ne sais plus quoi, ou on ne prendra plus de café, etc., le lendemain, c'est appliqué. Donc il y a une sorte d'euphorie autoritarisme qui s'est vue auprès de ce président, et en plus, sans aucun contre-pouvoir, où en effet, vous avez raison, ni le Conseil d'État, ni le Conseil constitutionnel, ni l'Assemblée nationale, ni l'Assemblée nationale, et ni les médias, parce que c'est ceci aussi qui me paraît épouvantable, c'est que les médias se sont pliés à ce discours officiel. Et si vous me permettez, il y a une phrase que je voudrais redire, que j'ai entendue de la directrice de la rédaction de BFM TV, Madame Céline Pigalle, qui a dit ça la semaine dernière et qui explique exactement quel est ce mécanisme mimétique des médias vis-à-vis de la parole officielle. Elle a dit: il ne faut pas, je la cite, il ne faut pas trop troubler les gens. Il ne faut pas trop aller à rebours du discours officiel, car ça serait fragiliser un consensus social. Donc, vous avez là un discours qu'aurait pu tenir un journal, la Pravda, ou je ne sais quoi, ou un journal dit indépendant, qui aurait cautionné sans aucun recul et sans aucun esprit critique le discours officiel, ce même discours officiel étant lui-même suggéré par les laboratoires pharmaceutiques, parce que sans esprit complotiste, on se rend compte que les discours sont mimétiques. Vous vous rappelez d'ailleurs d'une autre phrase, mais elle n'est pas si éloignée d'un ancien patron de TF1 qui disait: nous vendons un Coca-Cola du temps de cerveau disponible. C'est un peu la même chose. Ça s'appelle de la propagande. C'est une propagande. Et nous vivons sous un régime de propagande. Alors, moi, je ne m'effraie pas de dire que nous sommes parfois en dictature sanitaire. Naturellement, ce n'est pas une dictature qui met en prison, c'est une tyrannie sanitaire. Mais je trouve que tous les éléments de la dictature sont là, c'est-à-dire, encore une fois, on glisse vers la démocrature quelque part. Oui, une démocrature, ça me plaît assez bien. Ce mot-là, je l'emploie. D'ailleurs, je crois dans mon bloc-notes. Et donc, je trouve que les démocrates et singulièrement les intellectuels, ne se sont pas réveillés pour alerter contre ce régime affreux, vraiment un régime affreux qui s'installe, qui est le régime de la mise à distance, le régime de la surveillance, le régime à la chinoise. Enfin, tout ça a été établi, mais cette surveillance numérique, cette mise à distance, cette société du non-contact, cette société de la surveillance, de la dénonciation, où les voisins dénoncent leurs voisins quand ils ne portent pas leur masque ou je ne sais quoi, c'est un monde affreux. Encore une fois, c'est un monde immonde. On va en parler avec les auditeurs du Sud Radio et avec vous-même, Yvan Rioufol. Effectivement, sommes-nous dans un état d'autoritarisme et de totalitarisme? Pas encore, mais quand même, soyons vigilants. Absolument, vous nous appelez sans QR code. D'ici 2 minutes, vous allez prendre la parole. On se rejoint dans un instant. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours avec Yvan Rioufol, évidemment André Berkoff. Nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour messieurs, bonjour monsieur Rioufol, bonjour André. On vous écoute Pierre. Alors, déjà merci monsieur Rioufol, je vous suis de temps en temps sur ces Rioufol, pas Rioufol, Rioufol, voilà. Il faut mettre le i. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Non, je rigole. Exactement. C'est pas grave, ça arrive souvent. Bon, j'aime beaucoup vos interventions, je regarde plus trop la télé.
mais vos interventions, je les cible. Hein. Je voulais vous poser une question par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui concernant la crise du Covid, le mouvement des rockers canadiens, ce qui va se passer, je pense, en Europe et ressembler à ce qu'on a vécu au Canada. Les histoires concernant l'implication de fossiles, l'efficacité du vaccin, le SMS de Van der Leyen, j'en passe et d'autres. Toute l'émission, là. Ouais, tout se bouscule en ce moment, on est surpris. Ouais, c'est vrai. Alors, comme le dirait si bien Ayam, moi je prévois la fin de leur monde. En fait, ce qui m'intéresse, vous êtes quelqu'un d'expérimenté avec une belle vision, c'est de savoir comment vous voyez les 6 mois, 1 an qui sont devant nous par rapport à tout ça, et est-ce qu'on n'est pas devant une affaire judiciaire hors norme, quoi, quelque chose qui va arriver, qui va bousculer tout le monde. Bon, naturellement, je n'en sais rien. Effectivement, il peut y avoir des éléments de scandale sanitaire. Si vraiment il se révèle que ces vaccins ne protégeaient pas, que ces vaccins, qu'il y a eu des conflits d'intérêts auprès des promoteurs de ces vaccins peu efficaces, si l'on se rend compte effectivement que les interdictions faites aux médecins généralistes de donner des médicaments qui pouvaient soigner et peut-être sauver des vies ont été des interdictions qui étaient illégitimes et qui étaient faites pour protéger d'un monopole, etc. Enfin, il peut y avoir effectivement beaucoup d'arguments juridiques sur la non-assistance à personne en danger ou tromperie sur la marchandise ou abus de confiance. Des entreprises judiciaires et des avocats qui actuellement font, réagissent. Oui, mais il y a matière, parce que je pense qu'il y a matière en tout cas à indignation. Et moi, je suis habité pour l'instant par une indignation. Et l'indignation de nous avoir pris pour des enfants, et c'est cette infantilisation qui d'ailleurs marque encore les esprits. Maintenant, vous me demandez sur les 6 mois ce qui va se passer. Moi, je suis quand même accablé par la passivité, malgré tout, de l'opinion. Il faut bien regarder les choses comme elles sont. C'est-à-dire que autant j'avais été emballé par la réactivité des Français de la France périphérique lors de l'épisode des Gilets jaunes. Enfin, du premier épisode des Gilets jaunes, j'entends pas cette caricature qui avait été celle de la violence ensuite, où là j'avais vu que effectivement toute cette France que l'on disait somnolente s'éveillait, cette France oubliée que s'éveillait, aller dans les rues et poser les vrais problèmes qui sont ceux de la démocratie. C'est-à-dire que toute une partie de la société n'est plus représentée et ce problème n'est pas réglé de cette crise de la démocratie-là. Et autant là j'ai applaudi et j'étais avec eux pour les soutenir, enfin pour les observer et pour les soutenir, et autant j'ai été très déçu de voir que ces mêmes gens-là, immédiatement après, peu de temps après, alors qu'on leur a dit que le ciel allait leur tomber sur la tête, et bien que ces Gaulois réfractaires, reprenant la crainte de leurs ancêtres, se précipitaient chez eux. Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu échaudés par justement l'épisode des Gilets jaunes? Je veux dire par la violence des deux côtés. Il est possible aussi, mais je crois que je ne leur en veux pas. Je pense que la peur, la fabrique de la peur a été telle que quand le gouvernement assène que ceux qui ne vont pas se faire vacciner vont mourir, qu'il y aura 500 000 morts, etc. Vous foutez la trouille à tout le monde, naturellement. Donc je ne leur jette pas la pierre. Simplement, je trouve malgré tout que ils ont acheté au prix beaucoup trop fort leur sécurité sanitaire sans voir qu'ils laissaient tomber une grande partie de leur liberté. C'est la phrase de Benjamin Franklin, Yvan Rioufol, que vous citez. Que je cite. Et dans le fond, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion, non pas tant de leur part, mais de la part de tous ceux qui auraient pu prendre du recul et émettre des alertes, dire qu'on n'achète pas sa sécurité en larguant à ce prix tant de libertés essentielles, de libertés individuelles. Parce que là, aujourd'hui, on nous parle maintenant de liberté collectives, mais les libertés collectives, on pourrait laisser ça au régime communiste chinois. Là, on applique des libertés collectives. Nous avons été construits par les Lumières sur la protection des libertés individuelles et sur le libre arbitre et le libre consentement. Il ne faudrait pas les perdre. On est bien d'accord. Moi, je ne veux pas les perdre. Et vous aviez d'ailleurs publié chez l'Artilleur le réveil des somnambules au sujet des Gilets jaunes. Oui, nous avons maintenant un appel de crête, puisqu'on va renommer l'émission Berkov dans tous les États et pas dans tous ces États, avec Martial. Bonjour Martial. Oui, bonjour Martial. Bonjour André, bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Moi, j'ai plusieurs points. Déjà, je voulais rendre hommage à ce qui se passe au Canada. Oui. On vient d'en parler avec Olivier Sénaillac. C'est vrai que c'est passionnant ce qui se passe au Canada. Je voulais leur rendre hommage parce que ce qu'ils font, manifester par moins 20 degrés et tout, il faut être courageux. Et on aurait bien besoin de ça en France si on avait des gens qui soient un peu plus motivés pour manifester.
Deuxième point, sur Yvan Riofol, je voulais lui dire que je voulais le féliciter par rapport à son honnêteté journalistique. Hein, et merci. que, je suis tout à fait en accord avec ton analyse. Hein. Justement, là, il y a quelques minutes, il parlait de la passivité des gens. Et moi, je suis comme lui, c'est incroyable la passivité des gens. Il faut savoir que les gens, vu la répression des gilets jaunes, on comprend que les gens n'ont pas beaucoup bougé. Hein. Voilà. Oui, on en a parlé de ça, oui. Oui, Martial. Je voulais parler aussi des primaires. Là. Alors là, c'est la comédie des lartés. Là. Alors là, c'est vraiment... ils nous prennent vraiment pour des demeurés, quoi. Franchement... Pas plus, non mais sérieux. Mais en fait, ces gens-là, ils représentent que quoi. Donc, genre, le rendez-vous au mois d'avril, aux élections, et quand ils verront leur score, peut-être qu'ils vont comprendre que les choses ont changé, quoi. Qui votera verra, hein, Martial. On verra bien. Mais en même temps, oui, mais en même temps, constatons que certes, il y a des manifestations quand même depuis tous les samedis, depuis cette annonce du 12 juillet de ce basculement, de mon point de vue, de ce basculement sociétal vers une société hygiéniste. Même avant. Hein, avant, il y avait des manifestations de gilets jaunes, et là, c'est des manifestations d'anti-pass et de gilets jaunes. Il y a les deux. Donc, il y a toujours cette mobilisation populaire qui persiste, mais il faut bien reconnaître, tout à fait honnêtement, que ça ne remplit pas, ça n'attire pas les foules, bien sûr. Et moi, j'y vais parfois. Ce sont des gens tout à fait sympathiques, tout à fait honorables, mais ils sont quelques milliers. C'est pas ça qui va changer les. Cela montre malgré tout qu'il reste un noyau de résistants. Ce sont les minorités qui font l'histoire. Vous le savez aussi bien. Vous avez lu Lénine comme moi, bien sûr. Mais que ces minorités-là, pour l'instant, d'abord, elles sont très dévalorisées médiatiquement. On y voit, quand vous lisez les médias, c'est absolument ahurissant. On les décrit comme étant même parfois des antisémites. On se demande s'ils voient bien où se trouve l'antisémitisme aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi ils seraient antisémites d'ailleurs. Mais là, ça fait partie de cette manipulation pour culpabiliser la moindre pensée dissidente, et ceux-ci sont naturellement des dissidents. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui manifestent tous les samedis. Ouais, tous les samedis, mais en même temps, et je reconnais qu'ils sont très loin d'être la majorité. Donc, il n'y a pas de dynamique pour l'instant, et ce que je voudrais, en effet, c'est que ces somnambules que j'avais cru se réveiller avec les gilets jaunes ne se rendorment pas si vite aujourd'hui, parce que sous les effets émollients d'un apolitisme, d'un état nounou, d'un état hygiéniste, d'un état sanitaire qui vous dit maintenant comment vous habiller quand il fait chaud, quoi boire quand il fait beau, etc. C'est la belle au bois dormant. La belle au mois dormant. Ah oui, voilà, c'est ça, très bien. Et nous avons un autre appel plus proche de chez nous que la Crète, de Paris, avec Eric qui nous appelle. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour André, bonjour à Yvan Riofol. Toujours un plaisir à écouter ou à regarder. Merci. Un convive sans doute très agréable. Tout à fait. Voilà. Je voulais dire 2 ou 3 choses, mais vous avez déjà pratiquement tout dit. Moi, je suis stupéfait de la passivité des Français qui, pour un rien, descendent dans la rue pour aller manifester. Et là où il s'agit de leur propre liberté individuelle, ils sont quasiment aux abonnés absents. Ça, je trouve ça extraordinaire. Le pass vaccinal, qui est quasiment, alors même si la finalité n'est pas la même, mais quasiment équivalent ou analogue au décret de 40 concernant les Juifs, puisqu'ils interdisent aux bons Français d'aller au cinéma, au restaurant ou au théâtre. L'autre, c'était des interdictions professionnelles. Ça passe comme une lettre à la poste, et on nous dit on a été très démocratique, mais en 40 aussi, ils sont passés à l'Assemblée nationale et ils sont passés au Conseil d'État, comme aujourd'hui. Donc pas de changement du côté des élites, on pourrait dire en 50 ans. Et puis alors, du côté des médias, sur l'Afrique, ils ne parlent jamais de l'Afrique où le coronavirus, le Covid, et dans certains pays tout à fait inexistants. Le Canada, on ne parle pas des manifestations. Les conflits d'intérêts de tous ces professeurs qui sont invités tous les jours, jamais les journalistes leur posent la question.
Alors, certes, on peut peut-être aller sur Internet vérifier, mais enfin, tout ça, c'est la plaie. On va pas s'amuser à faire tout ça. Donc, oui, voilà ce que je voulais dire, et je suis très heureux que les gens manifestent. Moi, j'y vais une fois sur 3. Très bien, Eric. Non, mais effectivement, vous reparlez effectivement de la passivité, de tout cela. Ça a été effectivement toute l'émission depuis le début, nous avons parlé de ça. Au fond, en dépassant un peu ça, Yvan, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, vous savez, et ça aussi c'est l'histoire, c'est pas seulement Lénine, on pense que les peuples ne bougent pas et à un moment donné, c'est les pattes de colombe dont parlait Nietzsche, est-ce qu'à un moment donné quelque chose fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le couvercle de la marmite qui saute à la suite d'un événement qui par exemple dépasse, c'est vrai que l'histoire, et Olivier Sénaïa a raconté, au fond, par exemple les truckers du Canada, c'est qu'ils étaient exemptés comme nos routiers à nous et comme de passeport vaccinal, enfin de vaccin, et puis Trudeau a dit non, il faut vous vacciner. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de ça, quelque chose à un moment donné qui fait que les gens disent alors basta, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, ou pas? C'est mon intuition, mais encore une fois, cette intuition ne se révèle pas dans ce que j'observe pour l'instant. Moi, mon intuition est que nous sommes dans une société éruptive, nous vivons sur un volcan, et que vous avez toute une partie de la société, dite la société des oubliés, en tout cas la société qui n'est pas représentée par cette démocratie, qui n'est plus une démocratie représentative, qui est prête en effet à sortir de ses gonds. C'est ce que je pressens, c'est ce que je vois, c'est ce que j'avais vu chez les Gilets jaunes. Mais en même temps, encore une fois, je suis un observateur qui essaie d'être honnête avec lui-même et de voir, comme je reproche aux idéologues de voir ce qu'ils croient. Et là, je vois ce que je vois, et je vois bien qu'il y a une grande passivité qui m'inquiète un peu. Mais en même temps, faut toujours se méfier de l'eau qui dort, naturellement. Et je pense que cette colère est une colère sourde. Et si vraiment les gens s'aperçoivent, et ils commencent à en apercevoir, qu'ils ont été manipulés par cette propagande d'État qui a voulu feindre un autoritarisme, qui a voulu feindre des peurs irrationnelles au prétexte de la raison, parce que là maintenant le Macron se dit le parangon de la raison et essaie de faire croire que tous ses opposants seraient des gens déraisonnables. C'est exactement l'inverse. Des non-citoyens. Des non-citoyens, c'est exactement l'inverse. Ce sont des gens, au contraire, ce sont des citoyens qui rappellent ce qu'est la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté de choisir, l'égalité de traitement entre tous et la fraternité à ne pas vouloir faire des sous-citoyens. Et donc je pense que les gens peuvent se rendre compte de ceci, mais pour l'instant, les faits ne correspondent pas à mon analyse. Juste, je veux dire à Eric, bon, on n'est pas encore, parce que vous savez, comparaison, il faut toujours faire attention à cela. Le statut des non-vaccinés de 2022 n'est pas le statut des Juifs de 40. Faut quand même, faut quand même garder la mesure. Non, mais je garde la mesure, mais si vous lisez le décret d'octobre 40, c'est simplement l'exclusion des Juifs de certaines professions. Point final, ce ne sont pas les conséquences après à long terme, c'est juste ça. C'est-à-dire que nous... Voilà, et donc c'est exactement pareil, si vous voulez. Nous, on est interdit de cinéma, de théâtre, disons, on n'est pas encore, vous n'êtes pas encore interdit de profession, voilà, quand même. Les soignants, pour eux, les soignants, si. Ça, c'est vrai, oui, pour les soignants, c'est vrai. Pour les soignants, ce parallèle, naturellement, est très délicat à faire, parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans le parallèle, mais je peux le soutenir malgré tout, dans une certaine mesure, dans la mesure où on a vu que cet État national-socialiste qui voulait prôner une société hygiéniste et performante, en essayant de marginaliser tous les porteurs de typhus. Le juif a été marginalisé parce qu'il était porteur de typhus. Et donc, cela peut aller assez loin, malgré tout, dans l'exclusion. Faut faire attention à tout ça. Mais il faut faire attention, naturellement, à ne pas sous-évaluer ce qui a été le drame des Juifs sous l'occupation et sous le Shoah. Et faites attention surtout à bien rester avec nous encore un quart d'heure jusqu'à 14h. Vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Le 13 janvier, il y a eu un amendement d'une sénatrice, Dominique Estrosi Sassone, pour classer la vitamine D en perturbateur endocrinien. Voilà, c'est ça. Refusé. Donc il y a vraiment une volonté de ne pas vouloir faire soigner les gens. Et je pense qu'il a peut-être été... C'était l'argument de Perron de dire qu'il a été criminel d'interdire aux gens de se faire soigner parce qu'il y a eu sans doute des morts. Moi, j'ai posé la question de savoir, parce qu'on nous disait dans les réanimations, ce sont des gens non vaccinés. Et j'ai posé la question sur Twitter à des
médecins de dire, s'ils étaient non vaccinés, est-ce qu'ils avaient été soignés ou pas? J'ai jamais eu cette réponse de savoir s'ils avaient été soignés ou pas. Mon petit doigt me fait penser que s'ils n'avaient pas, ceux qui ont été soignés, ils ont sans doute été beaucoup moins en réanimation que ceux qui n'avaient rien pris du tout. Oui, que vous soyez soigné ou non. Oui, alors on vous donne la parole, Patricia. Des auditeurs. Patricia qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Patricia. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y, Patricia. Oui, bonjour Monsieur Riofol. Bonjour. J'aime énormément tout ce que vous écrivez et vous dites. Je vous trouve courageux par rapport à Monsieur Pro, qui des fois, je trouve qu'il est un peu violent avec vous. Mais ça fait partie du jeu. Qui aime bien châtie bien. Vous savez, ça fait partie, voilà. Ça fait partie du jeu. Je voulais vous demander pourquoi vous avez accepté de vous faire vacciner, vu tout ce que vous savez en tant que journaliste. Personnellement, moi, j'ai été très militante anti-vivisection, etc., très très petite, et je me suis toujours méfiée des laboratoires en découvrant tout ce qu'ils étaient capables de faire en nous cachant, voilà. Ah oui, vous êtes anti-vax en général, c'est ça, Patricia? Moi, oui, j'avoue. Oui, d'accord. Oui. Mais pourquoi vous voulez demander pourquoi encore une fois, moi, je s'est vacciné. Oui. Pourquoi, alors que c'était mode expérimental, et vu votre position qui est extrêmement. Mais c'est pas fait vacciner. Non, mais on s'est mal compris. Hein. Encore une fois, je ne me suis pas fait vacciner contre le Covid. J'ai eu le Covid sans avoir été vacciné. Maintenant, je suis considéré comme étant vacciné, parce que quand vous avez le Covid, ça vaut 3 doses ou 4 doses, paraît-il. Donc j'ai un pass sanitaire qui est valable 6 mois, mais je ne me suis pas fait vacciner contre le... En revanche, je me suis fait vacciner pour tous les autres vaccins dits obligatoires. Voilà. Mais non, je suis cohérent avec moi-même, mais comme j'avais expliqué avoir eu des réticences, et en tout cas que je ne voulais pas marcher au son du canon, et je n'ai pas voulu obéir à ces injonctions de l'État hygiéniste. Voilà. Mais concernant les médecins, j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont dit, on nous disait de ne pas soigner les malades dès le début. Ils avaient 39, on les renvoyait chez eux avec du Doliprane, et effectivement, les traitements n'étaient pas administrés. Donc les réanimations, évidemment, elles étaient pleines. Voilà. Écoutez, l'histoire dira s'il y a eu effectivement non-assistance à personne en danger. Moi, je ne sais pas, mais il y a matière, en tout cas, à interrogation. On le saura. Yvan Rioufol, je crois qu'on arrive au terme de cette émission, mais encore une fois, beaucoup de choses ont été dites, et surtout, encore une fois, je renvoie au journal d'un paria. Il faut le lire, parce que ces bloc-notes, ces chroniques, c'est agent pour 2 ans. Il y a vraiment des choses extraordinaires, et on se dit à chaque fois, parce que c'est pas nouveau dans l'histoire, que ce soit sanitaire ou politique, on se dit, et je reviens à ça, est-ce que les gens qui ont dit des énormités pendant un moment, ils se disent, c'est pas grave, ça continue, aucun ne revient sur ce qu'il a dit, on a fait des choses, oui, on a pu dire n'importe quoi, mais voilà, écoutez, c'est fini, maintenant c'est de l'histoire, on n'en parle plus. Alors que tout le monde sait que si on oublie l'histoire, on est condamné à la répéter. Écoutez, moi en tout cas, je ne vais pas juger les autres, mais j'invite ceux qui veulent bien me lire à me juger moi-même, et je prends le risque d'être relu avec 2 ans d'intervalle, donc avec ce risque de m'être trompé. Je pense ne pas m'être trompé sur l'essentiel. Quelques petites erreurs d'analyse ici et là, mais sur l'essentiel, je fais acte de dire que vous pouvez me juger sur pièce. J'aimerais en effet que tous les autres fassent la même chose et qu'ils publient à nouveau parfois les grosses sottises qu'ils ont pu dire ces 2 dernières années sur la gravité de l'épidémie, etc. Il se trouve que j'ai reçu dans mon émission à CNews dimanche, hier, dans Les Points sur les i, Laurent Toubiana, qui est un épidémiologiste qui m'a assuré et qui assure courbe à l'appui et chiffre à l'appui que cette épidémie a été une épidémie banale. Et donc, il faudrait à un moment donné, et les langues commencent à se délier. Nous l'avions reçu aussi sur Sud Radio, ici. Et on commence à se rendre compte qu'il y a eu une surexploitation de la peur, une surexploitation du mécanisme, d'une sorte de terrorisme sanitaire, afin de faire plier les volontés à la volonté du pouvoir. Suite, on sera tous en tout cas très vigilants, comme l'a été et comme l'est Yvan. Et nos auditeurs pourront vous lire dès mercredi, ou commander le livre évidemment sur le site de l'Artilleur, Journal d'un paria, et vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube ou en podcast. Et tout de suite, Brigitte Lahaye. Sud Radio.